Au début des années 2000, la quasi-totalité des jeunes ruaient vers l'Europe pour une immigration irrégulière. Aujourd'hui, c'était le problème Barça ou Barsac. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, le phénomène refait surface. Qu'est-ce qui explique cette volonté de vouloir partir à tout prix? Pourquoi voyager sur les côtes? Quelle est la solution proposée par la DEPAV? Quel est le rapport qui lie nos États à Frontex? Pour répondre à toutes ces questions, Voyage fait immersion aux immigrations irrégulières. Voyage au large des côtes, un voyage de l'honneur ou bien le voyage du déshonneur à la recherche d'une vie meilleure. Voyage, bienvenue. Oui, je suis chargée du commissariat spécial du port. Nous exerçons des missions spécifiques en matière d'immigration, dans le domaine maritime également, parce que les différents contrôles qui se font avec les navires à passagers, les voiliers, donc, sont effectués par la police, par le biais du commissariat spécial du port. C'est que l'expression garde-côte n'est pas utilisée au Sénégal, comme cela se fait dans les autres pays. Au Sénégal, nous parlons... Mais il y a une police, il y a une partie de la police spécifique à l'immigration. Bien sûr, ce sont des policiers, des agents de police, des éléments de la police qui assurent des tâches en rapport avec les autres acteurs, tels que la Marine nationale. La Marine nationale, la gendarmerie. Mais l'objectif, c'est véritablement le contrôle aux frontières, veillant également à ce que les conditions d'entrée et de sortie qui sont bien réglementées au Sénégal soient respectées. Le commissariat spécial du port existe bien avant les indépendances. Et il avait toujours vocation à jouer des missions d'immigration et autres. Mais avec le temps, les missions se sont étendues à d'autres domaines tels que la lutte contre l'immigration irrégulière, pas clandestine, mais l'immigration irrégulière. Parce que vous savez qu'en 2006, avec le phénomène l'immigration irrégulière, avec la montée en puissance de l'immigration irrégulière, des jeunes Sénégalais franchissaient à chaque fois les côtes et bravaient la mer pour rejoindre l'Europe en des conditions très déplorables et en risquant leur vie. On a connu une perte vraiment extraordinaire des pertes en vie humaine en ce moment-là. Donc, il y a eu un mémorandum d'entente qui avait été signé entre le Sénégal et l'Espagne pour véritablement faire face à ce phénomène. C'est comme ça que nous Frontex, le Sénégal, entre le Sénégal et l'Espagne, il y a eu par exemple des opérations de lutte contre l'immigration irrégulière. Donc la direction de la police de l'air et des frontières qui coordonne tout, donc, qui avait cette mission-là, a également et continue de jouer un rôle important dans le dispositif. C'est le commissariat spécial du port, donc mis à part ses rôles traditionnels, joue
un rôle important dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Au niveau, par exemple, du ministère de l'Intérieur, la coordination s'effectue à travers, par exemple, la salle CEVOP. Donc, il y a une coordination institutionnelle qui se fait, mais l'essentiel du travail, le volet opérationnel est coordonné par la Marine nationale, parce la Marine dispose d'abord de moyens navals et ils sont des acteurs qui sont déjà dans le domaine maritime. Donc c'est eux les éléments de la marine qui coordonnent par exemple les activités Frontex sous la supervision de la police nationale avec la coordination, je veux dire, de la police nationale qui est un véritable acteur. Donc il y a un CCO, un centre opérationnel qui est là-bas basé à la marine où se retrouvent les différents acteurs pour faire des briefings, pour planifier les opérations qui doivent être effectuées la semaine. Donc les patrouilles qui doivent être organisées et les forces qui concourent sont généralement celles qui sont autour de Frontex, c'est-à-dire la marine, la police, la gendarmerie. Donc les patrouilles s'organisent et la police dans cela dispose d'une vedette. On appelle la vedette inspecteur Yafa. Les éléments, les éléments travaillent à bord et font des patrouilles suivant le calendrier défini. Il y a également des patrouilles mixtes qui se font avec la Guardia civile espagnole, c'est-à-dire des éléments espagnols qui sont basés ici. Donc ils ont des bateaux qui permettent parfois de prendre des éléments de la police et des autres forces pour faire des patrouilles mixtes. Donc c'est suivant également un calendrier qui est bien défini. Donc c'est comme ça que se font les opérations. C'est d'abord la prévention, parce que même en mer, ils essayent d'identifier les embarcations et ceux qui sont à bord pour connaître d'abord l'objet de leur présence sur les lieux. Donc s'il s'agit d'activités de pêche, bien s'il y a par exemple d'autres signes qui montrent que ce sont des candidats ou bien des gens qui optent ou bien qui veulent traverser et faire développer l'immigration irrégulière, là bon, l'information est véhiculée et les dispositions sont prises quand même. La mer, plus mortelle que jamais. Selon le rapport du commissariat spécial aux réfugiés, plus de 1600 personnes ont perdu la vie essayant d'atteindre l'Europe. Nous sommes actuellement au port pour une opération de ronde. Avec nous, le commissaire Safietou Faye. Comment se passent les visites? C'est tout de suite dans votre émission Voyage. On est au milieu de la mer et on va faire l'opération ronde.
Pouvez-vous nous expliquer la vedette là ici? Cette vedette est le fruit de la coopération entre l'Espagne et le Sénégal dans le cadre de Frontex. Donc je vous parlais tout à l'heure de la lutte contre l'immigration irrégulière. Donc c'est dans ce cadre que l'Espagne avait mis à la disposition du Sénégal des moyens pour faire face à ce phénomène. Donc c'est une vedette qui date de fabrication et c'est dans les années 90, mais on l'a acquis aux alentours de 2006. Donc depuis 2006, donc cette vedette fonctionne et elle fait des opérations Frontex. Donc à bord, vous allez trouver des membres d'équipage. Lui, c'est l'adjudant Bandegni, c'est lui le responsable de la vedette et c'est le pilote également. Donc il y a également d'autres éléments qui l'assistent, qui font office de pilote ou de mécanicien. Donc en cas de problème, s'il y a des pannes techniques, ce sont les mécaniciens qui se chargent des réparations. Donc, je vous disais tout à l'heure que les sorties en mer sont coordonnées par le CCO sur la base d'un programme bien défini. Donc les vedettes effectuent 2 à 3 sorties par semaine. Et les autres également font la même chose, mais au quotidien, il y a des opérations mixtes, des patrouilles mixtes qui se font avec les Espagnols. Donc on n'utilise pas le moyen, mais ce sont les éléments qui embarquent à bord des navires des Espagnols pour faire des patrouilles mixtes. La prévention, elle est plus que fondamentale. Donc avant véritablement de laisser nos jeunes hypothéquer leur vie, il est préférable dans un premier temps de faire des patrouilles, de détecter les embarcations qui sont susceptibles, par exemple, d'être utilisées pour le voyage, de les arraisonner, d'identifier les membres qui sont à de poursuivre le voyage. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est la prévention. C'est dans ce cadre que les opérations sont effectuées pour occuper le terrain et dissuader. Parce que s'il voit par exemple que des navires de la police et des forces de défense et de sécurité généralement sont toujours aux aguets, sont là pour toujours présents. Donc ils seront plutôt dissuadés. Du point de vue psychologique, ils vont davantage arrêter de mettre en œuvre ces projets pour ne pas se faire arrêter ou avoir des problèmes avec la justice. Une sensibilisation qui est menée par les éléments. Bon, généralement, quand ils rencontrent ces genres de pêcheurs qui sont là en activité de pêche sans gilet, donc ils prennent toujours la précaution de les rappeler à l'ordre en leur disant au moins que le port du gilet est obligatoire et qu'il fallait également s'assurer des conditions météorologiques avant d'effectuer des sorties. Donc il y a toujours un travail de sensibilisation qui est fait par les éléments ainsi que les autres acteurs qui œuvrent autour de Frontex. Vous faites un travail certes de secours, mais surtout d'alerte parce que là, les pêcheurs, ils n'avaient pas la bonne information. Ils ne savaient pas que le port du gilet est obligatoire. Ils ne savaient pas, par exemple, ils allaient entrer même au port. Ils ne savaient pas que c'est un territoire qui est réservé à des types de bateaux tubes. Donc là, vous donnez vraiment la bonne information. Effectivement, la sensibilisation, elle est au quotidien de mise. À chaque fois, ils sensibilisent par rapport aux mesures de précaution, aux dispositions à prendre avant de faire ces activités-là. Et également, bon, au niveau du port, il y avait ce problème. Les pêcheurs, parfois, ils ne savent pas que c'est une zone réservée. Donc, ils ne peuvent pas la considérer comme n'importe quelle zone pour pêcher quand même. Et il y a des bateaux qui entrent, qui sortent. Et à ce niveau également, il y a des raisons sécuritaires qui sont évoquées. C'est des bateaux auxquels ils ne peuvent pas faire face. Donc, pour des raisons de sécurité, pour ces membres d'équipage-là et pour eux-mêmes, il faut vraiment qu'ils laissent le port de côté et qu'ils sachent que ce n'est pas un domaine où on peut pêcher, comme n'importe où. Donc je disais tout à l'heure que lors de l'opération de contrôle, donc, ils ont demandé des informations concernant l'activité, les caractéristiques, l'immatriculation de la pirogue et leur lieu de provenance pour avoir une idée également de qui il s'agit. Il y a parfois des indices qui laissent penser qu'il peut s'agir de candidats à l'immigration. Par exemple, les denrées qui sont à bord
des bouteilles d'eau, plusieurs bouteilles d'eau qui montrent que par exemple que ce sont des gens qui ont besoin de se ravitailler. Donc, et d'autres indices par rapport à l'embarcation, par rapport au contenu, qui permettent parfois de penser qu'il ne s'agit pas de pêcheurs, mais d'autres personnes qui ont d'autres intentions. Mais par exemple, une question commissaire. Si vous voyez actuellement un bateau de migrants clandestins, comment vous faites pour les porter secours? Par exemple, s'ils sont au nombre assez importante, par exemple, je dirais une centaine, comment vous faites pour essayer de canaliser toutes ces personnes, mais aussi comment vous faites pour la prise en charge? Déjà, je vous disais tout à l'heure au bureau quand on faisait l'interview, que c'est un travail qui n'est pas tout simplement réservé exclusivement à la police. La marine, par des canaux de transmission, nous pouvons communiquer avec la marine et les autres forces. Donc s'il y a un travail de sauvetage à faire, sachez également que la marine œuvre dans le domaine. En matière de sauvetage, dans le domaine maritime, elle a des missions régaliennes. Il y a un travail de communication qui se fait. Donc s'il y a besoin de renfort, par exemple, de faire appel à la marine pour gérer la situation, on peut le faire. Ça c'est hypothétique, c'est une hypothèse. Après, lorsque par exemple ces personnes, on pourrait supposer, sont repêchées, je veux dire, ou bien si par exemple la police parvient à les interpeller avec l'aide des autres forces, il y a un travail d'identification qui peut être fait. Il y a une enquête qui peut être ouverte en rapport avec le parquet. Et généralement, s'il s'agit de simples candidats à l'immigration clandestine, ils ne sont pas poursuivis, mais les membres des réseaux, le cerveau généralement est démantelé. N'oubliez pas également qu'au niveau institutionnel, il y a des structures qui ont été mises en place. Moi, je sais qu'il y a au moins un comité qui est chargé, par exemple, des réfugiés et des rapatriés. Donc, ce comité-là, dans le cadre des rapatriements, joue un rôle important. Et puis, il faut savoir que c'est plutôt une démarche participative parce qu'il y a énormément d'acteurs qui ne sont pas tout simplement les forces de défense et de sécurité. Moi, je sais que même la santé, le ministère de l'Action sociale, la Croix-Rouge, OIM, Organisation des migrations, sont impliqués dans la prise en charge, dans l'assistance, la réintégration. Ces autres acteurs-là sont impliqués. Et je sais qu'actuellement, il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour véritablement gérer la réinsertion et la prise en charge de ces rapatriés-là. Donc, au point de vue institutionnel, il y a des structures qui sont déjà mises en place, qui sont en vue pour véritablement gérer ces phénomènes-là et en charge le suivi psychologique de ces rapatriés ou ceux qui ont eu à vivre des aventures. Et à la fin des patrouilles que vous faites, tous les mois, toutes les semaines, ou bien c'est chaque jour que vous faites un rapport adressé à la direction générale de la police de l'air et des frontières. Comment vous faites pour quantifier? Parce qu'aujourd'hui, je sais que vous avez des chiffres en statistiques pour savoir ceux qui sont en mer, à peu près une partie des personnes qui sont en mer, et comment ça se passe. Même au niveau des services de la météo, on sait que vous travaillez avec eux aussi quand il y a des pertes en mer, quand il y a des disparus. Et le plus souvent, ils font appel à vos services pour avoir le rapport quotidien. Il faut dire tout simplement que nous sommes dans un service commandé. Les éléments, lorsqu'ils finissent leur patrouille, lorsqu'ils terminent les activités, généralement, ils font un compte-rendu qui est adressé à l'autorité pour parler un peu du déroulement de l'opération. S'il y a également des pirogues qui ont été contrôlées, ils les signalent. Mais de l'autre côté, puisque c'est le CCO de la marine qui coordonne également, ils font à chaque fois des briefings pour revenir un tout petit peu sur ce qui a été fait et ce qui sera fait après. Donc s'il y a des statistiques, elles sont tenues, je veux dire, les statistiques-là sont partagées avec tous les acteurs qui s'impliquent dans le dispositif. Mais pour notre hiérarchie également, nous leur faisons des comptes rendus quotidiens en leur mentionnant par exemple le déroulement des patrouilles. Et au niveau central, au niveau de la DEPAF, il y a des services qui gèrent des statistiques.
relatées, sont répertoriées et sont résumées dans ces rapports-là. La migration, ce n'est pas que avec la mer, mais aussi c'est dans le désert. Et une fois en terre pleine, nous allons voir ce qui se passe dans le désert. Comment ces migrants, aujourd'hui, au risque de leur vie, essayer de rallier l'Europe. Ce sera de l'autre côté à la Médina, à la Direction générale de la police de l'air et de frontières. Nous serons avec le commissaire Abdou Wahab Sall pour parler de la question de la migration de manière générale, mais avec aussi le commissaire Bakary Faye, c'est pour parler de la question migratoire au Sénégal. Quelle est la solution? Comment régulariser la migration? C'est dans votre émission Voyage. Voyage, nous allons voyager avec et pour vous. Aujourd'hui, la migration irrégulière, une question, c'est la question même de l'heure. Ce que les gens appellent Frontex, c'est en réalité, dans le cas du Sénégal, c'est un mémorandum d'entente qui a été signé en 2008 entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne. Et ce mémorandum d'entente avait pour objectif et continue d'avoir pour objectif de permettre l'organisation de patrouilles conjointes entre les forces de défense et de sécurité sénégalaises et les forces espagnoles, notamment la Guardia Civile. Il y a des patrouilles qui sont organisées de façon périodique, qui sont planifiées au niveau du CCO de la Marine nationale. Pour rappel, le CCO, c'est un organe chargé de faire le briefing et le débriefing en présence de toutes les forces de défense et de sécurité, et qui est également le link entre le dispositif sénégalais et le dispositif espagnol qui est basé aux îles Canaries. Il y a un CCO aux îles Canaries, il y a un CCO au niveau de Madrid. Donc ce link entre les différents CCO permet un partage en temps réel des informations, surtout l'itinéraire qui mène vers les îles Canaries. Parce qu'il faut rappeler que ce dispositif qu'on a avec l'Espagne l'a aussi avec la Mauritanie, l'Espagne l'a aussi avec le Maroc. Donc c'est un dispositif qui existe le long de l'itinéraire de l'Atlantique qui mène vers les îles Canaries. Donc ce CCO de la Marine nationale a pour objet de coordonner tout cela, mais a également pour objet de planifier les patrouilles. Ces patrouilles conjointes, qui sont des patrouilles qui sont menées par terre, mer, si vous voulez, et par air. Parce qu'il y a un hélicoptère, la police espagnole, un avion, plus maintenant les patrouilles navales, les patrouilles maritimes, et des patrouilles terrestres. Toutes ces patrouilles sont menées soit de façon conjointe, soit de façon séparée. Mais pour ce qui concerne les patrouilles terrestres, la police nationale joue un rôle actif. Un rôle actif à travers les patrouilles côtières, menées par la DEPAF, menées par le groupement mobile d'intervention, menées par la direction de la sécurité publique sur l'ensemble du territoire national, notamment en tenant compte des zones de départ, des points de départ. Généralement, c'est le littoral. Donc, c'est ce dispositif-là qui a été mis en place grâce à cette coopération avec l'Espagne, qui s'appuie sur le système Frontex, qui est le système européen d'agence des gardes-côtes et des gardes de frontières. Mais il faut préciser aussi que même si c'est au niveau du CCO de la marine que les patrouilles sont planifiées, qu'il y a une liaison avec les îles Canaries, etc., où on a d'ailleurs un officier de liaison, qui est un officier de liaison qui alterne. Tantôt c'est la police qui envoie, tantôt c'est l'armée de l'air, tantôt c'est la marine nationale. Mais le dispositif global est coordonné par la police nationale. Le directeur général de la police nationale se trouve être le président du comité Frontex, donc, qui réunit l'ensemble de ses forces engagées et la partie espagnole, où on coordonne, on oriente et on règle les problèmes opérationnels liés à ces dispositifs-là. Donc c'est tout ce dispositif-là qui existe depuis les années 2008, qui est là et qui est amélioré de temps à autre, et qui, malgré les tentatives de reprise ou de départ qui sont notées ça et là, de jeunes Sénégalais ou de jeunes Gambiens, qui continuent quand même ce dispositif, qui continue d'être étudié et d'être en voie d'être amélioré par les deux parties, notamment les deux ministres de l'Intérieur de l'Espagne et du Sénégal. La DLT a été créée par arrêté ministériel le 15 janvier 2018
Et cet arrêté en a fait une division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées. Cette création s'explique par le contexte national, sous-régional et voire international, lié au phénomène migratoire de façon générale et à une recrudescence de la migration irrégulière. Et donc cette division vient remplacer au sein de la DEPAF l'ancienne division qui existait, qui était une division de lutte contre les migrations irrégulières, mais qui n'avait pas les mêmes compétences, encore moins les mêmes moyens. Donc c'est une volonté politique affichée à travers la création de cette division que les autorités ont eue en vue de mieux lutter contre le trafic de migrants et éventuellement les pratiques assimilées, notamment la traite des personnes et les fraudes massives qu'il y a dans l'utilisation des documents de voyage, etc. Et c'est une division qui ambitionne d'occuper une place centrale dans le dispositif national de lutte contre la migration irrégulière, mais également dans le dispositif de la police, parce qu'en dehors de cette division, il y a d'autres services de la police qui interviennent dans la lutte contre le trafic de migrants, notamment la division des investigations criminelles. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tout un dispositif au niveau de la police nationale. Je vais rappeler tout à l'heure, j'allais terminer par ça, c'est la DEPAF qui est le point focal de la police nationale au sein de ce comité Frontex, au sein de ce dispositif Frontex. Mais pour en revenir à cette lutte contre la migration irrégulière, elle est multiforme. Soit ce sont des patrouilles, soit c'est des investigations judiciaires pour prévenir et lutter en amont contre des faussaires, des filières d'immigration irrégulière, etc., etc. Et pour cela, il y a tout un dispositif. D'abord, au niveau du siège, on a un bureau national de lutte contre la fraude documentaire qui est doté de moyens adaptés pour vérifier l'authenticité des documents de voyage. Au niveau de l'aéroport également, on a un système de contrôle biométrique qui permet de facto de vérifier si les documents sont authentiques. Au niveau des postes frontières terrestres également, on a de plus en plus du matériel mobile, on appelle les matériels portatifs là, de lutte contre la fraude documentaire, avec des loupes, avec des infrarouges, pour vérifier si les documents sont valides. Donc c'est tout un dispositif. Oui, tout à fait. En réalité, le trafic de migrants, c'est une conséquence de la migration irrégulière tout court. Parce que c'est le fait de vouloir voyager de façon irrégulière qui conduit à être utilisé par certaines personnes dans le cadre du trafic de migrants. Et il y a un lien très fin également entre trafic de migrants et également traite des personnes. Parce que le trafic de migrants, c'est le fait tout simplement de faire voyager des individus vers une destination dont ils ne sont pas ressortissants en utilisant des moyens qui ne respectent pas la réglementation sur les voyages de façon générale. Et donc, ce qui s'est passé en Libye, c'est que des gens ont profité d'un réseau de trafic de migrants pour faire des activités de traite des personnes. Parce que tout simplement, le fait de prendre des migrants qui sont en détresse et de les vendre comme des esclaves, ça devient de la traite des personnes. L'analyse de toutes les propositions qui sont faites au niveau mondial même, c'est un phénomène mondial, c'est un défi mondial. Aujourd'hui, c'est le principal défi, c'est l'un des principaux défis dans le cadre du dialogue entre l'Europe et l'Afrique, les pays d'origine. Et on se rend compte tout de suite qu'aucune solution ne se suffit à elle-même en tout cas. Donc cette solution globale, elle est irréversible. Et elle doit être aussi une solution concertée entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination. Sinon, aucune solution isolée, qu'elle soit sénégalaise ou malienne, ou bruxelloise ou parisienne, ne pourrait régler définitivement cette question qui est une question qui est commune à toute l'humanité. C'est pourquoi d'ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement des pays d'origine de l'Europe se sont réunis à La Valette en 2015 pour lutter contre les causes profondes de la migration. C'est à cette occasion que des
fonds fiduciaires d'urgence, des montants importants ont été alloués aux États d'origine pour s'attaquer à ces causes profondes. Et parmi ces causes profondes, il y a les aspects sécuritaires comme la surveillance des frontières, mais il y a surtout les aspects économiques et sociaux. Et je crois que vous avez entendu les hautes autorités de ce pays-là, y compris même le ministre de l'Intérieur, parler des alternatives économiques qui sont proposées au niveau du Sénégal. Ailleurs aussi, c'est des alternatives économiques semblables ont été proposées. C'est pour cela d'ailleurs qu'on doit davantage sensibiliser les populations, surtout les jeunes qui s'adonnent à la migration irrégulière, des dangers et des risques qui s'attachent à ce phénomène. Non seulement il y a le challenge d'arriver à destination sain et sauf, mais également il y a les risques liés à la route migratoire. C'est ce qui fait d'ailleurs que depuis quelque temps, on se rend compte, surtout avec les retours massifs volontaires qu'il y a, notamment avec, qui est organisé par les autorités en collaboration avec une organisation comme l'OIM, et les témoignages que les migrants de retour qui ont vécu certaines actions en Libye font, on se rend compte de plus en plus que les gens ont tendance à abandonner cette route qui mène vers la Libye parce qu'elle est devenue une route vers une mort certaine, ou en tout cas vers, qui peut amener l'individu à subir oui, un certain nombre de difficultés. Et les gens commencent de plus en plus à prendre conscience de cela, et ce qui explique d'ailleurs qu'ils adoptent de nouvelles routes migratoires. Et le risque est toujours là, c'est vrai que le risque est toujours là, et ce phénomène de Barza, comme vous dites, ou Barzac, était presque annihilé pendant des années, jusqu'en 2016. Maintenant, à la faveur du dispositif qui a été mis en place au Niger, dans le cadre de la coopération entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'il y a un dispositif, ce qu'on appelle un dispositif d'équipe conjointe entre, d'une part, l'Espagne et la France, et d'autre part le Niger, pour mieux lutter contre les trafics. Sans compter beaucoup d'efforts qui ont été faits pour le compte du Niger par les partenaires étrangers, avec des stratégies, ce qu'on appelle une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, avec une nouvelle loi sur le trafic de migrants. Pour rappel, les autres pays ont plutôt une loi contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Mais le Niger s'est doté d'une loi contre le trafic de migrants, sans compter ses équipes conjointes, etc. Sans compter les efforts qui ont été multipliés, qui ont été en tout cas renforcés au niveau de la Méditerranée centrale par le dispositif Frontex. Tous ces facteurs combinés ont contribué à décourager les jeunes qui empruntaient cette voie terrestre, cette voie mixte, donc qui commence d'abord par une voie terrestre qui se termine par la Méditerranée centrale. Cette voie étant en train de se refermer plus ou moins, on va dire plus ou moins, parce que souvent c'est une question relative. La voie qui était fermée ici pendant des années, parce que cette voie, quand elle s'est fermée, c'est la voie méditerranéenne qui s'est ouverte. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de réadapter les dispositifs, de renforcer les moyens, de renforcer les dispositifs opérationnels et judiciaires, et de revoir et de renforcer les alternatives économiques comme les pays l'ont proposé, grâce à des partenariats et au financement par l'Union européenne ou bien à des efforts nationaux, renforcer la sensibilisation, y compris en impliquant les personnes ressources. Au Sénégal, on a des personnes ressources. Au Niger, ils ont utilisé des personnes ressources aussi, comme les chefferies traditionnelles. C'est un pays aussi très traditionnaliste. Donc ici, on a également des personnes très influentes au niveau de notre société. Donc il va falloir... Surtout avec les guides religieux, les imams dans les prêches. Parce qu'il est établi, les prêtres. Il est établi qu'à chaque fois qu'un disciple tente une aventure vers l'Europe, il va très souvent demander les prières de son marabout. Donc moi je crois que cette facette de la société pourrait être utilisée pour venir renforcer les autres aspects, sachant qu'aucun de ces aspects ne peut être suffisant en lui-même. Ni l'aspect sécuritaire ne peut pas être suffisant, ne peut pas suffire à lui-même, l'aspect sécuritaire. L'aspect économique ne peut pas suffire à lui-même. Donc il faut une conjugaison d'efforts au niveau national, chacun devant jouer sa partition, et puis une action beaucoup plus concertée entre les pays d'origine et les pays de destination.
avec un renforcement des moyens au niveau également de l'axe atlantique. La migration est une question qui est inhérente à la nature humaine. L'homme a tendance l'homme a toujours voyagé. Ce qui est mauvais, c'est la migration irrégulière. Parce qu'en le faisant, on s'expose à beaucoup de risques. Ceux qui s'adonnent à la migration irrégulière, ceux qui tentent de le faire, deviennent des migrants objets de trafic, peuvent être victimes de traite des personnes et peuvent également subir d'autres exactions. Malheureusement, malgré toutes les sensibilisations, les gens n'ont pas encore pris conscience du fait qu'il n'existe plus d'Eldorado et que le mythe de l'Occident est tombé. Et que même si on doit en tout cas voyager, on doit faire en sorte d'utiliser les voies qui sont régulières. Là, on s'expose à moins de risques. Mais actuellement, si on suit l'actualité, on se rend compte que les politiques migratoires sur le plan international deviennent de plus en plus difficiles et sont de plus en plus contraignantes contre les migrants. Donc, si c'est ceux qui tentent de le faire de façon irrégulière, s'exposent non seulement à des risques, mais ont de moins en moins de chances d'accéder, d'arriver à bon port. Donc, le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est de savoir raison garder et d'essayer de se créer un avenir dans le pays, parce que le Sénégal est un jeune pays et qui a besoin de sa jeunesse pour se développer. Et il y a de plus en plus de possibilités et que je pense que les jeunes doivent travailler à saisir ces opportunités afin de pouvoir réaliser leur avenir ici et éviter de dépenser énormément d'argent sans pour autant avoir la garantie d'arriver à bon port. Parce que ce soit, par exemple, pour la voie maritime, les jeunes dépensent entre 400 et 650 000, parfois 700 000 pour prendre une pirogue. Avec tous les risques que cela comporte. Vous voyez des jeunes qui n'ont jamais vu la mer et qui osent prendre une pirogue pour aller vers l'Europe. C'est très dangereux. Pour la voie terrestre également, vous voyez des gens qui dépensent entre 400 et 1 million pour pouvoir arriver en Libye et traverser la mer Méditerranée. Pour la voie terrestre, pour la voie aérienne, les migrants dépensent entre 1,5 million et 5 millions pour pouvoir aller à l'étranger. Ces sommes-là, vraiment, peuvent servir de première base d'investissement pour pouvoir essayer d'entreprendre et de réaliser son avenir dans ce pays et éviter de risquer sa vie pour rien. Et je pense que c'est la sensibilisation qui reste. On doit, et si vous, en tant que journaliste également, vous avez un rôle à jouer dans cette affaire, en sensibilisant davantage les citoyens, les populations, et notamment en prenant en témoignage les migrants qui ont tenté l'aventure et qui sont retournés et qui ont vécu certaines difficultés, certaines exactions, notamment sur la route migratoire qui mène vers la Libye, afin qu'ils sensibilisent leurs autres compatriotes sénégalais qui voudraient tenter l'aventure, en leur faisant comprendre qu'il s'agit d'une aventure très risquée et qui peut leur mener vers un avenir très incertain et qu'il serait mieux pour eux, en tout cas, d'essayer de se réaliser dans le pays. Il y a une loi de 2005 sur la traite des personnes et pratiques assimilées. Il y a la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes qui également essaie de jouer un rôle d'amélioration des textes, de sensibilisation, etc. Cette loi de 2005 réprime plutôt ceux qui planifient l'organisation, les passeurs. Parfois, les sanctions vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, les passeurs, etc. Mais si vous prenez une pirogue qui fait 150 personnes, généralement, à part le pilote, le conducteur, le capitaine de bord, comme on appelle souvent le capitaine de bord, ou c'est un adjoint, le manœuvrier, etc., à part 4-5 personnes qui sont dans la pirogue, ou le superviseur, tous les autres, ce sont des migrants. Et les migrants
dans la législation sénégalaise, comme dans les conventions de la CEDEAO, parce que nous aussi on a adhéré, comme dans la convention de Palerme de 2000, comme dans toutes les conventions internationales, celle des réfugiés de 1951 et tout, c'est une personne protégée. Le migrant est considéré comme une victime. Ça, c'est presque les législations de tout le pays du monde. Donc si vous prenez les 150, vous sanctionnez les 3 qui ont joué un rôle actif, soit en tant que recruteur, soit en tant que planificateur, soit en tant qu'ayant facilité, etc., ayant participé à conduire la pirogue, etc. Donc il a dû jouer un rôle, soit en tant que superviseur du voyage. À part ces gens qui ont joué ce rôle-là, actif, tous les autres sont considérés comme des victimes, selon la législation nationale. Donc des personnes à protéger. C'est pourquoi vous voyez l'Aquarius, etc. Mais on ne les a pas forcés à partir aussi, c'est une volonté personnelle. Oui, mais c'est la loi qui est ainsi faite. Et aujourd'hui, c'est très discuté dans le monde. Si vous allez dans tous les forums internationaux, les gens ont tendance même à dire que c'est un débat qui est posé. Est-ce qu'il ne faut même pas essayer de trouver quelque chose pour les migrants? Parce qu'il y a des migrants vulnérables qui nécessitent une protection internationale. Par exemple, le réfugié est considéré comme une personne vulnérable qui a besoin de protection internationale et qui a dû bouger d'un point à un autre. Cette personne-là ne peut pas bénéficier exactement des mêmes facilités ou des mêmes facilitations qu'un migrant qui décide de quitter ici après avoir remis 300 ou 600 000 francs. Mais tout compte fait, si ce migrant-là est dans des difficultés dans les eaux marocaines ou dans les eaux espagnoles, etc., ce migrant bénéficie d'abord d'une assistance au moins. Et d'une assistance, il y a des organismes humanitaires qui les prennent en charge. Vous avez vu ce qui se passe avec l'Aquarius, donc fait le tour du monde. Donc ces gens-là, pénalement, on ne peut pas les sanctionner. On ne peut pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire une assistance humanitaire. Et tout au plus, les mettre dans des centres de débarquement ou des centres de rétention, faire appel au pays d'origine pour l'identification, après organiser faire appel au pays d'origine pour l'identification, après organiser le retour. Et même en attendant le retour, on est obligé également de respecter leurs droits. Si par exemple les délais expirent, on est obligé de respecter. Mais par exemple, s'ils voyagent sans document de voyage, donc leur identifier serait aussi un problème. Oui, l'identification, ce n'est pas une question facile, mais l'identification ne se fait pas exclusivement sur la base de documents. Il y a beaucoup de critères. C'est vrai que la nationalité ne se présume pas. Mais à partir d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre d'indices, la police ou les experts de la police, ou en tout cas les agents consulaires du Sénégal, peuvent démarrer une enquête ou bien des auditions qui peuvent aboutir à établir au moins sa nationalité pour permettre son rapatriement. Mais il est vrai qu'il arrive des cas où ces auditions ou bien ces différentes investigations faites par les experts de la police ou bien par les agents consulaires ne permettent pas d'aboutir à la confirmation de la nationalité. Sinon, on n'a pas suffisamment d'éléments pour confirmer sa nationalité, on ne va pas au-delà de ça. On ne va pas au-delà de ça. On est obligé, dans nos conclusions, de dire que cette personne-là, il y a des doutes sur sa nationalité sénégalaise. Il n'y a aucun élément dans nos enquêtes ou dans nos auditions ou dans tel autre document produit par Schengen ou autre ne permet de confirmer sa nationalité. À partir de ce moment-là, les gens sont obligés de le laisser sur place. Parce qu'il ne peut pas avoir de laissez-passer consulaire. Et s'il n'a pas de laissez-passer consulaire, s'il débarque au niveau des portes d'entrée du Sénégal, naturellement, il ne sera pas admis. Donc le pays d'accueil est obligé de l'admettre là-bas. Bon, à charge peut-être pour cette personne de demander une protection locale, ou bien de demander l'asile, ou bien d'utiliser d'autres voies qui lui permettent de régulariser sa situation. Aujourd'hui, quand vous entendez les gens parler, tout le monde est conscient que la migration, c'est une question sensible et transversale. Effectivement. Et que la solution ne peut être que globale. Beaucoup de pistes de solutions sont proposées. Tantôt c'est la sensibilisation, tantôt c'est les solutions, les alternatives économiques, tantôt c'est les solutions sécuritaires, tantôt. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont... Tantôt c'est le durcissement de la législation. Chacun y va de son côté. Pas plus tard que ce matin, il y a certains
qui ont soutenu qu'il fallait durcir la loi sur le trafic de migrants, la loi sur la traite des personnes. Donc vous voyez, selon le bord dans lequel on se situe, on a une vision, une façon de voir le phénomène. Tantôt il faut durcir la lutte contre les passeurs, en durcissant la législation sur la traite des personnes. Tantôt c'est les alternatives économiques. Tous les voyageurs passent par ici, donc ils ont des tâches quotidiennes à faire. Oui, je vous disais tout à l'heure que le commissariat spécial du port a une mission en matière d'immigration. Nous sommes un service d'immigration, tout comme l'aéroport. Donc l'essentiel des opérations, les déplacements des passagers, des marins ici en l'occurrence, parce qu'en réalité, ce que nous recevons au quotidien, ce sont les marins qui sont de nationalités diverses, qui peuvent provenir des pays d'Europe, d'Asie. Et généralement, pour pouvoir embarquer à bord des navires, ils passent pour faire les formalités. Il faut savoir que c'est récent. Vous avez vu sur les tableaux qu'on a mentionné immigration contrôle. Ça, c'est pour orienter plutôt ceux qui viennent, les marins, qui viennent pour se faire enrôler. Auparavant, on utilisait les registres pour retracer leur passage, pour les identifier, prendre leur filiation. Mais depuis deux mois, nous nous sommes alignés, et avons mis en place le dispositif sécuritaire. Donc vous l'avez remarqué, quand vous voyagez, quand vous venez à l'aéroport, il y a un système d'enrôlement qui se fait. Donc une identification biométrique, l'extrait de passeport et tout. Donc c'est pratiquement le même dispositif qui est actuellement mis en place au niveau du port. Donc ça permet d'avoir véritablement une base de données fiable des marins qui passent au commissariat. Donc cela permet véritablement de pouvoir les identifier et d'assurer une bonne gestion de nos frontières. Tout dépend. Donc il n'y a pas un flux fixe, tout dépend des activités qui se déroulent au niveau du port. Donc il y a des relèves d'équipage. Les marins passent en fonction des opérations qui doivent être effectuées à bord des navires. Mais c'est un flux qui peut varier. Effectivement, je le confirme, depuis quelques années, je dois dire, il y a un effort de modernisation des différents contrôles. On passe, par exemple, des contrôles manuels, physiques, au contrôle véritablement grâce à l'outil informatique. Donc Sécuriport est là depuis quelques mois. À l'aéroport, ça date de 2011, donc ça a été le premier service doté de ce dispositif. Mais un effort de modernisation. L'objectif, c'est d'arriver à un bon maillage du territoire à travers l'instauration de commissariats spéciaux, de postes frontaliers, pour véritablement assurer une bonne surveillance et une bonne gestion de nos frontières. Donc cet effort-là est constant et notre directeur, le directeur de la police de l'air et des frontières, s'y active au jour le jour. Donc il y a un effort de modernisation. Et vous le voyez et puis vous le comprenez nettement, compte tenu des différentes menaces aujourd'hui qui frappent à nos portes, il y a véritablement nécessité une exigence de moderniser le contrôle et de pouvoir véritablement arriver à avoir un système fiable. Et je vous précise que ce système-là est déjà interconnecté. C'est un système intégré, interconnecté à Interpol. Donc ce qui fait que c'est dans le cadre de la coopération internationale, c'est dans le cadre de la collaboration véritablement que tout cela est mis en place. Donc, avec ces machines-là, il est possible d'identifier dans un premier temps, de rechercher et également d'interroger les bases de données pour savoir si on est en présence d'une personne recherchée ou pas. Et donc la mise en place progressive d'installation de ce système-là au niveau des commissariats spéciaux, au niveau des postes frontaliers, n'est que bénéfique. Voyage, une émission spéciale faite aujourd'hui avec la police de l'air et des frontières. C'est pour parler de la migration irrégulière ou l'immigration clandestine. Ensemble, nous avons vu comment se passe le voyage au niveau de l'océan, de l'Atlantique même, mais aussi au niveau du désert. Nous avons donné aussi la voix au chapitre aux différents acteurs de la police de l'air et des frontières. Aujourd'hui, dans un cadre de mondialisation, on sait que le monde s'ouvre. Il faut que les gens voyagent, mais le voyage régulier. Il y a une immigration légale.
Comment cela se passe? Il faut aller dans les ambassades, il faut avoir un bon document de voyage, voyager dans les cadres humains. C'était ça votre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre émission Voyage. Vous dire aussi, Voyage sera spécial avec la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Voyage sera spécial avec le ministère des Affaires étrangères. Voyage sera spécial en Europe et dans le monde. Voyage bientôt pour un autre numéro.